table ronde avec ces deux messieurs. Je vais quand même leur demander de se représenter un petit peu. Le titre de la table ronde, c'est penser, développer et faire adopter son produit IA. Ce qui va être intéressant, c'est que vous avez deux mises en application de l'IA et deux classes de problématiques bien différentes, bien distinctes, qui va être intéressant de voir votre double regard par rapport à ça. Donc peut-être, Franck, te représenter ta société, un peu ton background aussi, comment t'en es arrivé là, et puis le scope de tes missions au sein de ta société. Petite société, je crois. Petite. Petite par le nombre, grande par le nombre de médicaments qu'on distribue effectivement en France. Vous m'entendez, c'est bon? Non, bon. Donc je disais oui, Biogarant, et c'est le leader du médicament générique en France. Donc là, on va parler pharma, on ne parle pas médecin. Qui s'adresse essentiellement à des clients qui sont les pharmaciens pour distribuer les médicaments à moindre coût, donc les médicaments génériques, et assurer le meilleur taux de disponibilité. C'est un peu ça notre objectif, notre enjeu. Agir pour la santé, chaque jour agir pour la santé, c'est vraiment ce qui nous anime. Biogarant, c'est 200 personnes internes qui travaillent pour identifier des molécules qui vont tomber dans le domaine public et ensuite les faire fabriquer. Quand je dis 200 personnes, après on a beaucoup de monde sur le terrain, notamment. On a beaucoup d'usines qui travaillent avec nous pour faire fabriquer en France et en Europe tous ces médicaments. Donc c'est un peu ce qui nous anime tous les jours. Moi je travaille à la DSI de Biogarant, mais on est une DSI qui n'est pas une DSI de tuyaux, comme on a l'habitude de dire. On est une DSI qui fait qui est vraiment axée sur la valeur ajoutée. Et c'est dans ce cadre-là, donc dans le cadre de mon métier à Digital Factory, que j'ai été amené à faire de l'innovation et notamment à travailler sur des sujets d'IA générative. Voilà. Top. Et donc, à tes côtés, Quentin François, qui est CEO de Previa Medical. Pareil, est-ce que tu peux te présenter, ton parcours aussi Bien sûr, donc moi c'est Quentin François, fondateur de la société Previa Medical. Moi, je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé principalement dans la digitalisation, donc j'ai transformé les papiers dans les hôpitaux en système d'information. J'ai fait ça pendant 15 ans, j'ai pas eu la chance de travailler à Montpellier, j'ai travaillé à Tours, à Nantes, aux US, au UK. Et il y a 4 ans, j'ai monté la boîte Previa Medical et l'objectif, c'est de valoriser toutes les données. J'ai passé 15 ans à créer de la donnée. J'ai envie de valoriser les données maintenant hospitalières. Et les outils qu'on a développés permettent de prédire les risques d'urgence vitale en milieu hospitalier. On analyse les données en temps réel et on évalue le risque sur plusieurs indications que je vais vous présenter un peu plus en détail. Oui, alors du coup, donc, votre produit, votre service est principalement focus et c'est de l'IA. Presque, non, c'est de l'IA, c'est de la data et ensuite c'est de l'IA. Tout à fait. Alors nous, quand on a monté la boîte, pour vous refaire un peu l'historique, c'est parti d'un projet en Suisse où on avait développé une IA, mais un système expert classique. Donc si la fréquence cardiaque est supérieure à temps, plus la fréquence respirée est supérieure à temps, alors je génère une alerte à un service centralisé qui va traiter cette alerte et réaliser des actions de prévention. Et c'était un des premiers projets que je faisais en 2018. Oui, donc en fait, on parle d'une autre époque, mais c'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans. Mais c'était la première fois qu'on arrivait dans les établissements de santé à avoir suffisamment de données numérisées pour faire ce type d'analyse. Nous, on analyse de la donnée de temps réel, les signes vitaux, les antécédents, les résultats de labo. Donc il fallait que toutes ces informations soient digitalisées. Il faut que quelque part, il y ait cette information. Il y a 10 ans, il était impossible de faire de l'IA dans les hôpitaux. Parce que la donnée n'est pas disponible. Parce que la donnée est sur papier. Il y a encore des établissements où certaines données sont encore sur papier aujourd'hui, en 2024. Le projet est né de ça en 2018, d'un projet qui a vu un bénéfice patient très fort à partir d'un petit modèle et de l'analyse de données temps réel.
Donc on a utilisé ce principe-là et on s'est dit on va maintenant industrialiser ça et créer des modèles prédictifs et non plus analyser quelques paramètres, mais là on analyse plus de 150 paramètres d'entrée et on fait des prédictions. Et tout l'enjeu, c'est, on en a parlé, Pixakier en a bien parlé également, tout l'enjeu c'est de créer des modèles qui sont validés et certifiés pour pouvoir les commercialiser. Donc c'est ce qu'on a fait ces 4 dernières années. C'est quel type de modèle, quel type d'algorithme derrière? Est-ce qu'on parle pareil, de large language model? Est-ce qu'on parle plutôt du coup de machine learning? Alors nous on a, quand la première levée de fonds qu'on a réalisée, c'était en novembre 2022, ChatGPT sortait, et sorti la veille de notre levée de fonds. Parfait, du coup. Non, nous, on n'a jamais utilisé de LLM pour la simple et bonne raison que nous, on est ce qu'on appelle on-premise, donc tous nos modèles sont installés directement dans les établissements de santé. On ne sort aucune donnée. Il nous fallait donc un prérequis, c'est que les modèles soient assez légers et les LLM ne sont pas connus pour être très légers. Donc nous, on est parti sur des modèles de machine learning plus classiques, type XGBoost pour ceux qui connaissent ce type de techno, mais c'est des modèles qui ont plus de 15-20 ans, qui sont très robustes et qui ont des performances prédictives suffisantes pour être utilisés en vie réelle et qui nécessitent peu de CPU, GPU, donc de performance, on va dire hardware pour les établissements. Ok. Et du coup, ma question un peu plus pour Franck cette fois. Vous, votre usage de l'IA, est-ce que vous en avez mis partout dans toute l'entreprise? Est-ce que vous y allez avec parcimonie? Est-ce que vous y voyez un gros enjeu, un gros levier potentiel? On ne s'est pas jeté dessus en 2022 comme d'autres l'ont pu le faire. On est quand même, pour plusieurs raisons. Alors déjà parce qu'on est dans le médical, on est dans le pharma, donc on ne pouvait pas se permettre d'aller tester n'importe quoi à l'extérieur, d'envoyer n'importe quelle donnée. Par contre, on a quand même commencé à regarder quels pouvaient être les usages à différents niveaux. Donc au niveau du collaborateur, qu'on appelle maintenant, tout le monde appelle ça le collaborateur augmenté. Au niveau de notamment nos forces de vente, comment améliorer la connaissance du client pour permettre de mieux adresser les bons médicaments au meilleur moment, et aussi après d'autres solutions métiers qui pourraient après se greffer sur d'autres verticales qu'on pourrait avoir. Donc sur la partie notamment collaborateur augmenté, c'est ce sur quoi on a commencé en intégrant directement le Copilot dans notre univers Microsoft. Donc si je comprends bien, il y a vraiment deux catégories d'usage. Pour toi, Franck et Biogarant, la mise en place ou l'utilisation de solutions dans le but de venir améliorer les processus de l'entreprise ou les fonctions de l'entreprise et pouvoir créer de la valeur, aller chercher de la valeur. Et finalement, pour toi, Quentin, vraiment quelque chose de central où l'IA et l'algorithme est vraiment l'épine dorsale de l'entreprise et de ce que vous faites. Des contraintes différentes, donc du coup, j'imagine. Beaucoup de contraintes pour toi, peut-être un petit peu moins que pour toi. J'ai beaucoup moins de contraintes, effectivement, et d'autant plus que là où j'ai des vrais leviers concernent peu le médical et beaucoup la partie, actuellement, et beaucoup la partie vente. Et sur la partie vente, on n'a pas les mêmes problématiques qu'on pourrait avoir aussi sur la partie médicale. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Nous on crée des modèles d'IA qui passent du coup un processus de certification. Comme ce que nous avons fait tout à l'heure, Mathis, en fait. Tout à fait. 1, 2, 3 ans. Donc nous, ça a commencé. Ouais, c'est à peu près le calendrier qui a été donné. Nous, on a commencé en 2020 à faire de l'acquisition de données. Alors nous, on a eu la chance de travailler avec des établissements partenaires. Notre technologie, c'est de se connecter directement aux bases de données et des dossiers médicaux. On ne sort rien et on fait à l'intérieur de l'architecture les apprentissages. Et ça nous a permis d'accéder assez rapidement à un nombre de données assez important. On a 4 à 5 années de patientèle sur un établissement de 1000 lits. On est à plus de 2 milliards de données, 45 000 séjours qu'on peut analyser selon certains prismes. Tout ça nécessite néanmoins
à chaque fois, pour avoir ce type d'accès, même pour créer un modèle d'IA prédictif, des autorisations. Donc il faut passer par des processus de validation pour accéder à cette donnée. On ne peut pas traiter la donnée simplement sans avoir d'accréditation pour le faire. Donc on a, pour reprendre le calendrier, passé peut-être 1 an et demi, 2 ans sur le cahier des charges et comment accéder à la donnée et avoir les accréditations. Puis après, quelques mois sur la création du jeu de données. La technologie d'apprentissage, une fois que tout ce travail est fait, et c'est quasiment le plus simple. Dès que le jeu de données est disponible, qu'on a le droit de l'utiliser, il n'y a plus qu'à après le faire fonctionner pour qu'il sorte le modèle prédictif et avoir la performance prédictive recherchée. Est-ce que ce cadre réglementaire très strict qui vise à sécuriser beaucoup, est-ce que ce cadre réglementaire pour une entreprise comme la vôtre, finalement, est-ce que ça agit pas aussi comme une barrière ou une digue qui vous protégerait aussi de la concurrence? C'est-à-dire, tout le monde le voit de manière négative, ce cadre réglementaire, mais finalement, ça crée des barrières à l'entrée pour les nouveaux venus qui peuvent être de nature à refroidir les nouveaux venus, justement. C'est clairement quelque chose de positif pour nous. On n'aurait pas eu de levée de fonds ni d'investisseurs s'il n'y avait pas autant de barrières à l'entrée. Tout le principe, juste, ça protège. Je sais que si demain quelqu'un veut faire exactement la même chose que nous, il aura à peu près 3 ans, même si c'est Apple qui arrive avec 3 milliards sur la table. Il aura de toute façon 3 ans pour passer les certifications, pour passer les différentes étapes, avoir accès aux données, etc. Donc ça protège et ça rassure les investisseurs. Pour nous, cette barrière à l'entrée, cette forteresse de certification et de réglementation qu'on construit autour de notre produit, c'est de la valeur pour notre produit aussi. Et puis ça nous permet de nous structurer. Nous, on est une start-up. Quand on bosse dans l'info, ouais, on est très agile, etc. Et quand on commence à rentrer dans le moule de la réglementation, on grandit. Ça permet d'éviter de faire n'importe quoi. Tout à fait. Et du coup, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Ouais, je rebondis juste par rapport à ce que vous venez de dire sur la donnée. On a l'habitude de dire pas de data, pas de chocolat. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on a un gros sujet de data dans l'entreprise. On était un peu, on va pas dire un peu en retard quand même sur la manière dont on valorise nos data en interne. Et du coup, derrière, pour arriver à bien ressortir des modèles, notamment des modèles de machine learning pour faire de la prédiction de vente ou autre, c'est plus compliqué que si on avait un historique. Un gros historique. Donc du coup, pour nous, quelque part, c'est plus simple de baser des use cases sur de la GenAI, par exemple, sur d'autres solutions qui ne nécessitent pas de la grosse data historique, qui serait quand même bien structurée, qui existe, qui est structurée, mais qui serait un peu moins accessible que si on avait fait le travail depuis très longtemps. Du coup, ça m'amène aussi à une autre question, puisque tous les deux, là aujourd'hui, on parle de mise en place, d'installation ou de création de solutions à partir d'IA. Un outil n'est rien s'il n'y a personne pour l'utiliser. Et finalement, dans chacune de vos entreprises, toi peut-être Franck, avec la mise en place des outils, l'accompagnement au changement, l'acculturation, la formation pour les collaborateurs, comment vous avez envisagé ça et comment vous l'avez aussi mis en place? Est-ce que vous avez rencontré des freins ou des obstacles que tu peux peut-être nous partager? Si tu devais refaire quelque chose, est-ce que tu referais différemment? Plein de questions. Ouais, le vrai gros sujet, c'est le chatbot. Le chatbot dans l'IAGEN, c'est horrible. Parce qu'une personne qui va aller, vous le connaissez tous, sur ChatGPT, vous tapez 2 fois la même question, vous aurez 2 fois des réponses différentes. Et ça, l'utilisateur ne le comprend pas. Et du coup, quand on va avoir, l'utilisateur, il a l'habitude d'avoir une question, une réponse, point barre. Et ça, c'est le vrai gros sujet. Quand on est sur des domaines un peu plus particuliers, comme on a pu faire des résumés de comptes rendus de commerciaux, par exemple. Donc on a intégré du RAG, etc. Là, pour le coup, le résumé était... il y avait un résumé, il n'y en avait qu'un, donc du coup, c'était un peu plus simple, puisque le résumé n'était pas réellement contredit. Ou alors, il fallait lire les 120 pages qu'on avait toutes les semaines, et ça allait encore. Par contre, sur du chatbot, où on pouvait, et on a mis en place aussi en parallèle. Pareil sur du compte rendu de vente, donc 120 pages de PDF de tous nos commerciaux, nos 150 commerciaux terrain,
Et ce compte, donc on avait les 2 sujets, et le résumé de ces 120 pages en 8 pages, et le chatbot qui permettait d'aller interroger ces 120 pages. Et la complexité pour faire passer le message aux utilisateurs qu'il fallait interroger et super bien interroger par le chatbot, dans le chatbot le texte, c'est ça le véritable enjeu en fait. Et tu parles là on parle aussi de l'importance du coup du prompt engineering. Exactement. Est-ce que c'est des choses que vous avez avancées avec vos collaborateurs? Est-ce que vous avez mis en place peut-être des formations? Je sais que c'est pas forcément évident non plus de trouver des formateurs ou de trouver des gens pour accompagner sur ce type d'exercice qui est très important dans la façon dont ensuite on peut avoir des résultats plus ou moins bons dans les questionnements à ces chatbots, quoi. Ouais, là où on a de la chance, c'est qu'on n'a pas déployé ce chatbot à nos 200 ou 600 collaborateurs. Donc du coup, on l'a déployé à une quinzaine, une vingtaine, et on a des relations one-to-one avec eux. Ça reste un pilote. Et non, parce que c'est nos populations cibles là-dessus. Copilot, c'est autre chose, mais celui-là, c'est une population cible. Donc du coup, on peut les accompagner, on va les voir pour l'instant, on leur explique, et on est proche d'eux. Et c'est ça la facilité par rapport à d'autres outils de type Copilot, par exemple, qu'on n'a pas encore déployé non plus à toute la communauté, mais si on devait le déployer à tout le monde, là, réellement, il faudrait les acculturer. Réellement, au prompt engineering, justement. C'est le vrai sujet. Ok. Et du coup, toi Quentin, donc dans finalement, vous, l'acculturation et la formation, c'est l'acculturation et la formation de vos personas et finalement de vos prospects et des gens à qui vous vendez, de vos clients, des professionnels de santé, etc. Et je pense que là, ça doit différer encore en termes d'enjeux et en termes de capacité de prise en main et d'acquisition de l'outil finalement. C'est au départ du projet en 2019, on avait une grosse crainte sur l'adoption. Bonjour monsieur le médecin, on veut vous proposer une IA. On avait peur de cette première discussion, cette première connexion avec cette technologie, quoi. Comment l'amener, etc. Et ça n'a jamais été un problème. Il n'y a pas eu un seul médecin qu'on a rencontré qui ne voyait pas ça comme quelque chose de positif. Tous sont intéressés par cette technologie parce que je pense qu'ils y voient... En fait, très souvent, les médecins avaient ce retour-là. J'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai toujours rêvé que moi, professeur qui ai 40 ans d'expérience, j'ai un outil qui me permette de donner mon expérience à mes internes. Moi, je suis capable d'identifier une complication et une urgence vitale. Mes internes, ils sont un peu moins capables. Avoir un outil qui m'aide à les former, à les aider, à avoir une manière d'identifier les patients à risque toujours identiques que moi j'ai décidé et validé, j'aime bien l'idée. Et en fait, on n'a pas eu cette problématique-là. La problématique, elle est plus sur les performances. Aujourd'hui, et sur l'interprétabilité, on en parlait avec Pixaker, comment expliquer sur les images, c'est un peu plus simple puisqu'il suffit de montrer. Nous, on analyse des données structurées, donc on analyse fréquence cardiaque, fréquence respi, résultats de labo, créate, bilirubine. Et il faut dire, sur ces 150 paramètres, c'est la combinaison de sa fréquence cardiaque qui augmente, plus sa fréquence respi, plus sa créate qui est un peu haute, plus qui justifie qu'il a un risque de complications en septicémie dans les 48 prochaines heures. Avec vos modèles, vous arrivez aujourd'hui à avoir une capacité que le modèle explique ses choix? Ça, c'est le premier travail qu'on a réalisé avec les médecins. C'est-à-dire que déjà, ils nous ont dit, ne nous faites pas juste une alerte. Black box, on n'en veut pas. Si vous nous faites une alerte, donnez-nous l'explication de cette alerte. On a lancé dès le début une thèse avec CNRS et INSA à Lyon, avec un de nos data scientists, pour améliorer l'interprétabilité intrinsèque du modèle. Je ne sais pas à quel point aujourd'hui, dans le public, il y a des connaisseurs de la problématique de l'interprétabilité intrinsèque des modèles.
Mais c'est souvent la plus grosse difficulté, c'est d'avoir une interprétabilité de chaque prédiction, que chaque prédiction arrive avec sa véritable interprétabilité. Généralement, c'est une population de prédictions qui va donner une tendance. Donc, qui va dire, globalement, c'est la fréquence respi qui vient justifier ça. C'est la température corporelle qui vient justifier ça. Mais pour cet individu-là, l'IA a du mal, quand elle fait sa prédiction, à donner la corrélation et la donner d'une manière intelligible. Et donc on a développé une thèse là-dessus, et son objectif, c'est de sortir une interprétabilité qui soit compréhensible pour les médecins. Et c'est un enjeu qui est hyper passionnant parce que c'est comment j'explique, donc comment je donne les clés de ma prédiction. Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est de l'écriture de « attention, il y a un risque parce qu'il y a tel, etc. » Est-ce que c'est un graphe pour lui donner un peu de visibilité? Est-ce que ça peut même être une image? On a pensé à ce qu'on appelle des heatmaps, des paramètres d'entrée. Mais est-ce qu'ils vont vraiment utiliser ça? Donc toute cette réflexion-là, on l'a et on l'a avec eux. Ok, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, la version qu'on a déployée... utilisateur, finalement, exactement. Et interface homme-machine de ces nouveaux outils. Exactement, donc on les a intégrés dès le départ. Aujourd'hui, la version qu'on a sortie, c'est des graphes. Donc on affiche des radars avec la pondération de chaque paramètre d'entrée qui vient dire ce patient a un risque et les 150 paramètres, et voici ceux qui justifient le risque et ceux qui atténuent le risque. Ça correspond, mais c'est assez difficile à analyser. Donc on essaye de travailler ça, et on pense que c'est la clé aussi de ces modèles, c'est de leur apporter l'interprétabilité qui convient à l'utilisateur. Le médecin est un utilisateur très averti, très connaisseur, très expert. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les IA. Donc nous, on doit composer avec ça aussi. C'est-à-dire qu'il veut avoir ce niveau de détail, il veut avoir cette finesse. Est-ce que le corps médical, les soignants, les médecins, parce que je voyais apparaître dans le nuage de mots, je ne sais plus qui l'a lancé le mot crainte, est-ce que ça a été évoqué? Est-ce que c'est ressenti? Est-ce que c'est les choses parce que d'un point de vue sociétal, je trouve que c'est aussi important de réfléchir à ces questions-là. La crainte, donc nous, dans le cadre de la certification... Se faire dessaisir finalement un peu de leur expertise. On fait une analyse des bénéfices-risques. Ça fait partie du process. Les craintes sont les risques. C'est quoi le risque aujourd'hui qu'un médecin utilise une IA? Le risque premier, c'est qu'au bout d'1 an, 2 ans d'utilisation de l'IA, il fasse trop confiance à l'IA. Et ça, c'est le premier risque qu'on nous met en avant. C'est de dire attention, parce que l'effet pervers n'est pas que finalement, comme on peut le voir avec les collaborateurs, moi j'ai cette problématique aussi, puisqu'ils utilisent l'IA à l'intérieur avec des prompts, et il y a des erreurs parfois sur des analyses. Il faut faire attention, il faut vérifier, il faut valider. Et le risque numéro 1 et la crainte, c'est à quel point on en deviendra dépendant et mettre des garde-fous vis-à-vis de ça. C'est ça qu'on ressent. Après, nous, on le calcule dans les bénéfices-risques. Les bénéfices sont tellement importants. Donc nous, on lance une étude médico-économique pour démontrer le bénéfice. Les bénéfices, c'est de la réduction du taux de mortalité, c'est de la réduction de durée de séjour. Donc les bénéfices valent le risque, quoi. Et toi, de ton côté, Franck, le risque, c'est que la concurrence vienne avant nous. Parce que finalement, nous, c'est vraiment vous saisir de cette innovation. C'est une véritable opportunité. Une opportunité pour aller gagner des marchés, pour grappiller des parts de marché, pour peut-être aussi attirer des futurs collaborateurs, parce qu'on n'en parle pas, mais... C'est indéniable. Alors, quand je dis grappiller des parts de marché, c'est avant tout mieux connaître les besoins des pharmaciens qui sont nos clients. Donc avoir beaucoup plus d'informations, exactement, de données. Et là, par exemple, quand on a un commercial qui va sur le terrain
et qui jusqu'à présent ne connaissait pas de son client autre chose que peut-être un coup de fil qu'il avait eu et la dernière visite qu'il avait passée. Maintenant, il a l'intégralité du résumé de toutes les interactions que le pharmacien a pu avoir avec le service client, avec d'autres personnes. Par le commercial augmenté. Exactement. Et donc, il a un résumé de l'intégralité des cas qui lui ont été poussés. Il a téléphoné 3 fois au service client. Il était mécontent de telle ou telle livraison ou je ne sais quoi, et donc ou de tel taux de disponibilité. Et ça, le commercial sur le terrain le sait. Pour l'instant, ça reste du texte. Je prends le point, effectivement, de la manière dont on peut le visualiser un petit peu mieux, le valoriser un peu mieux, faire du texte, du graphe, du tableau, je ne sais quoi. Mais en tout cas, oui, c'est un vrai game changer sur le commercial de terrain. Ouais. Du coup, une question qui me vient aussi dans les directions, on rêve d'IA de partout, mais la première chose qu'on dit juste après, c'est « Ah, mais c'est quoi le ROI ? Ah, mais c'est comment je le calcule ? Ah, mais comment je le fais ? Ah, mais est-ce qu'il y en a ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que vous avez suffisamment tous les deux, Franck, de recul par rapport au retour ou aux économies ou aux gains de productivité que ce genre de système peut permettre. J'imagine que tu le fais, c'est que tu as ta petite idée aussi derrière, mais est-ce que c'est facile à vendre ce genre de projet quand on est responsable de la Digital Factory et de l'innovation ? Ouais, c'est facile quand on a un petit budget. Et c'est facile quand on a quelqu'un, quand on a des gens derrière, un codir qui est aussi moteur et qui veut aller vers ces sujets-là. Et pour lesquels c'est l'ADN réellement d'aller chercher des vrais use cases, des vraies manières d'améliorer l'expérience auprès du client. Et c'est ça l'avantage. Donc sur ces sujets-là, de ne pas s'y mettre pour une entreprise de votre taille. Oui, très clairement. De votre taille. Exactement. C'est stratégique. Ouais. Et après, il y a d'autres sujets qui demanderont un peu plus de travail, qui sont toute une partie qu'on n'a pas encore abordée, notamment le traitement des cas de pharmacovigilance. Donc là, on rentre dans du médical, et notamment de l'aide à du dépôt de dossiers auprès des dossiers d'AMM auprès des autorités de santé. Et là, pour le coup, oui, là, j'aurais besoin de montrer un ROI au final pour pouvoir le lancer. De ton côté, Quentin, tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est quand même sauver des vies. Oui, on peut difficilement faire plus. Il y a deux aspects, parce que nous, on utilise aussi l'IA en interne. Donc, on utilise des LLM. Les collaborateurs. Les collaborateurs. Parce que je me rappelle, quand on a fait l'analyse du ROI, ça a été assez simple. Ça a été de dire, bon, développeur, vous passez ça peut vous faire gagner combien de temps, à peu près, par mois ? Fais-moi un rapide, on parle d'1 heure, 2 heures, 10 heures, au moins une journée. Tous, on dit au moins une journée, parce que c'est vrai que les tests automatisés, c'est génial. Quand je commence à faire mon développement, ça me fait des propositions, ça me fait gagner du temps en fait. Donc nous, on a très vite vu le gain de productivité, en se disant, on va pouvoir sortir plus de fonctionnalités assez rapidement. Le coût aujourd'hui du LLM, si on parle de ça, du ROI, il est quasiment négligeable par rapport à la productivité que ça apporte côté, en tout cas, développeur. Après, côté sales, je suis en train de le tester. J'ai vu des problématiques en lien avec ça, ou des exemples. Ils vont visiter un CHU. Plutôt que d'aller voir sur la fiche web ou des infos FHF de combien il y a de lits dans ce CHU, ils demandent à ChatGPT. ChatGPT se plante et ils n'ont pas la bonne info. C'est bête, mais c'est un sujet qu'il faut adresser, quoi. Attention, ce n'est pas la vérité, ChatGPT. Pour ce qui est de l'autre aspect, c'est-à-dire le ROI de notre IA que nous, on vend, qui est intégré dans notre produit, on lance une étude médico-économique justement pour démontrer ça. C'est tout l'enjeu. Ce type de solution pour démontrer son intérêt dans le domaine public, il faut que ce soit accompagné d'une étude médico-éco qui vient démontrer que ça sert à quelque chose. Alors j'ai une question, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises et ont des systèmes en proof of concept, en prototype, en MVP, appelez-le comme vous voulez, mais en choses qui ne sont pas encore vraiment mises en production, passées à l'échelle, etc.
C'est un vrai. J'ai l'impression de ce que je peux en voir de tous nos clients ou des interactions que j'ai, que c'est un vrai challenge de passer cette marche qui peut d'ailleurs même plutôt ressembler à un énorme précipice entre le POC, le MVP, le prototype pour passer à quelque chose en prod et j'imagine probablement encore plus du fait du secteur d'activité et de l'industrie dans laquelle vous êtes, la santé. Oui, nous on multiplie les difficultés. Barrière à l'entrée pour quand tu veux te connecter à un établissement de santé, tu dois déjà passer un certain nombre d'étapes. Mais ce qui pose d'ailleurs aussi une question, parce que moi en tant que citoyen, je suis désolé, et développeur, j'aimerais pouvoir accéder à toutes mes datas de santé de manière facile, simple, apaisable, etc. J'aimerais pouvoir accéder à toutes mes données bancaires, à toutes mes données en fait que toutes ces entreprises ou ces organismes ont sur moi et que j'ai besoin aussi d'avoir sur moi potentiellement. C'est-à-dire que j'ai de la donnée avec ma montre, mais là elle est à moi, mais en fait la plupart des choses, je n'ai pas à ma donnée. Donc ça, pour répondre à ça, nous en tant que société privée, nous n'avons aucun accès sur les données ne nous appartiennent pas. On a fait ce choix-là dès le départ. Les invests voulaient qu'on mette la main sur les données. Nous, on sait. Bah oui, si vous commencez à vous connecter, c'est bien, on va pouvoir le valoriser. Nous, on s'est positionné sur non, ne valorisons pas les données autrement que ce qu'on annonce, parce qu'on ne va jamais réussir à rentrer dans un établissement de santé si on leur dit qu'on va valoriser leurs données peut-être à côté sur d'autres projets. Donc nous, on n'a même pas accès aux données en fait. C'est les établissements qui ont accès aux données. Nous, on donne les éléments pour produire le modèle. Le modèle après, on arrive à l'extraire et ce modèle après, on arrive à le dispatcher dans les différents établissements. Mais la donnée brute... Il a acquis les connaisses et il a bien évidemment, enfin normalement, a priori, plus les données d'entraînement. Il n'a plus aucune donnée d'entraînement. D'accord. Pas comme Samsung qui avait laissé du code. Exactement. Okay. Donc cette donnée-là, nous, on n'y a pas accès. Et pour répondre à ta question de toi en tant que citoyen, où est-ce que tu peux avoir accès à tes données de santé La réponse est nulle part pour l'instant. L'espace de numérique en santé, c'est son espace en tout cas. Qui ne marche pas. Pour l'instant, qui est peu alimenté, voilà, mais c'est son objectif. On est d'accord, il ne marche pas et pour l'instant, voilà, c'est assez Après, compliqué. Ça s'accélère. Non, mais ça s'accélère. Pour avoir vu la naissance du DMP en 2011, là, on est sur une version où ils ont mis le budget Ségur numéro 2 pour alimenter l'espace numérique en santé. Donc, il commence à y avoir des choses. Si bien que nous, industriels, on s'intéresse aussi à cet espace numérique en santé. On a prévu l'année prochaine de commencer à s'intégrer à cet espace de numérique en santé pour améliorer nos prédictions. Il y a un effet réseau sur ce genre de choses-là. C'est-à-dire que pour que ça puisse être intéressant, il faut qu'il y ait du monde, mais pour qu'il y ait du monde, il faut que ça soit intéressant. C'est toujours le même truc. Et du coup, toi, Franck, pour passer deux questions. Un, pour recentrer, pour passer tes projets de POC prototype à passer à l'échelle. Est-ce que tu as des exemples ou est-ce que ça arrive ou est-ce que tu en as fait? Et puis de l'autre côté aussi, toutes ces données, finalement, toute cette data, qui est, j'imagine, aussi votre trésor chez Biogarant, avec beaucoup de données finalement sur moi qui ai acheté mon Doliprane. On n'a pas de données personnelles sur toi qui as acheté un Doliprane, justement. On a la donnée du pharmacien qui a acheté une boîte du Doliprane, non, mais enfin, qui a acheté des boîtes de nos médicaments Biogarant. Donc voilà, on reste dans une relation B2B. Et c'est ça qui nous facilite la chose, c'est que cette donnée-là, on peut la valoriser. Pour répondre à ta première question, c'est le gros caillou dans les chaussures, évidemment. On peut faire un POC en 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas de souci. De là à le passer à l'échelle, mettre sur des serveurs sécurisés, avec des automatisations qui vont bien, etc. On met 4 mois, 5 mois, c'est plus compliqué. Et les gens ne comprennent pas pourquoi on passe de 15 jours à 4 mois. Tout ça parce que ce sont des modèles aussi qui sont tout neufs, avec des infrastructures qui sont toutes neuves chez nous. Et quand on aura, et on est en train de le finaliser, quand on aura une infra qui sera bien...
voilà, qui sera correct avec des LLM d'un côté, les systèmes de l'autre et qui parleront entre eux, qui nous garantiront la souveraineté, qui nous garantiront la sécurité, puisque c'est quand même notre métier au sein de la DSI, là oui, on pourra déployer beaucoup plus facilement. Après, il y a un deuxième sujet derrière, c'est les modèles SaaS. Quand je parle de modèles SaaS, c'est pas que les... Voilà, pardon. Exactement. Dans le cloud, comme on disait tout à l'heure, ce sont des... Alors que je ne parle pas que de LLM en SaaS, hein. Je parle aussi de toutes les plateformes qui sont à disposition. Et donc nous, par exemple, on est sur notre CRM, c'est-à-dire notre outil de gestion de la relation client, il est chez Salesforce. Et on n'a pas à se poser forcément la question. La question, elle s'était posée dès le début de savoir où est la donnée, comment elle est sécurisée. Et après, derrière, les outils, ce genre d'outils-là sont des vrais accélérateurs parce qu'eux, ils ont la force de frappe et nous, on peut en bénéficier. Donc, il y a ces deux aspects. C'est à nous de choisir si on va partir sur des solutions un petit peu plus, on va dire, low-code, sur étagère low-code. C'est un peu le make or buy des DSI. C'est soit c'est un peu sur étagère de plateformes déjà existantes, soit on fabrique parce qu'on estime qu'il y a des risques de souveraineté, de sécurité et qu'on veut maîtriser aussi potentiellement les coûts des LLM, les coûts d'utilisation du LLM et on veut maîtriser où va la donnée. Voilà. Et donc ces questions, c'est des questions financières, stratégiques, de privacy, de gouvernance, etc., etc. Donc en fonction de matrice de risque aussi, en fonction de tout votre calcul, il sort une note et ça veut dire qu'on potentiellement on accepte de le délocaliser ou on accepte d'utiliser une solution sur étagère existante ou alors là, gros danger, rouge, il n'y a que nous qui pouvons faire parce que c'est trop critique. Ou alors la solution n'existe pas sur le marché et il faut qu'on la développe nous-mêmes. Donc l'intérêt c'est justement d'avoir une plateforme qui permette de fabriquer nous-mêmes. Et toi, de ton côté, Quentin, je sais que les salariés en interne, ils utilisent des outils, etc. Les développeurs, j'imagine des assistants au coding, etc. Mais est-ce qu'il y a, en plus de votre produit phare, en fait, de votre activité principale, est-ce que vous avez aussi développé d'autres outils à base de LLM ou d'IA générative On y pense pour la partie interprétabilité, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui pour améliorer. Donc finalement, la manière évaluation des résultats. En fait, c'est la manière dont on présente l'interprétabilité. En fait, on a une donnée brute d'interprétabilité et on pourrait l'habiller. L'avantage des LLM, c'est ce côté habillage, un peu plus lisible, compte rendu, qui va générer de la forme en fait dans le texte. Et on y réfléchit pour ça. Mais pour l'instant, c'est pour améliorer l'interprétabilité uniquement. Nous, on est vraiment dans une dynamique où on crée des modèles d'IA, donc on ne veut pas être dépendant aussi de LLM qu'on ne maîtrise pas. Donc on est assez prudent avec cette approche. Une minute juste. Qu'est-ce qui vous fait briller tous les deux? Qu'est-ce qui allume vos yeux, vos idées en ce moment sur la scène de l'IA dans votre domaine, pas dans votre domaine? C'est quoi votre effet waouh? Nous, c'est de voir nos outils fonctionner, faire la. Non, mais c'est idiot, mais c'est le fait de voir que sur un établissement en temps réel, on a prédit le risque et que le risque est arrivé 48 heures après, et de voir visuellement, on l'a détecté avant, et de voir le bénéfice que ça peut avoir demain. Nous, c'est clairement ça. Après, sur la partie sales et dev, moi j'adore aussi cette amélioration de la productivité. Je trouve que ça donne beaucoup de liberté. Ouais, peut-être plus, mais je trouve que les personnes qui l'utilisent s'en sentent un peu... ils l'utilisent plutôt bien, quoi, globalement. Ils l'aiment bien, quoi, cet outil. Ça serait quasiment impossible maintenant de dire on arrête. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le web. J'ai l'impression de redécouvrir un nouveau monde, en fait.
Et je trouve ça ultra enrichissant de venir ici, de partager des choses, de rencontrer des gens sur des nouvelles problématiques qui n'ont jamais été abordées jusqu'à présent. Et je pense qu'on on a un boulevard devant nous pour faire des choses absolument merveilleuses. Après, il y a des contraintes, il y a des craintes, il y a des choses, il y a des risques, mais en tout cas, voilà, il y a des possibilités incroyables. C'est ça qui m'anime. Merci à vous deux en tout cas. Merci. Merci.